Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui les rhinopharyngites, surtout de l'enfant. On ne va pas détailler la partie de l'adulte parce que tout simplement, la partie la plus importante dans ce cours, c'est les rhinopharyngites de l'enfant. Ça n'empêche pas que, bien sûr, vous devez jeter un coup d'œil sur les rhinopharyngites de l'adulte. Mais sachez que la partie la plus importante, c'est les rhinopharyngites de l'enfant. C'est un cours qui est très facile à comprendre, c'est un cours qui est très léger, il n'y a rien de difficile, d'accord? Seulement, c'est un cours qui vous permet de gagner des points s'il tombe en QCM, d'accord? C'est parti. Alors, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti. Alors, c'est quoi une rhinopharyngite? C'est tout simplement une inflammation. Le suffixe it, d'accord, veut dire une inflammation, d'accord, modérée du rhinopharynx, donc même des fosses nasales, donc des fosses nasales jusqu'au larynx, d'accord. Donc, c'est une inflammation de tout le pharynx. Même les fosses nasales, d'accord, même les fosses nasales sont concernées. C'est-à-dire, c'est une inflammation qui va commencer des fosses nasales et jusqu'au larynx, disons. D'accord. Donc, elle va toucher tout le pharynx. Première pathologie infectieuse de l'enfant et première cause de consultation en pédiatrie. Pourquoi c'est une pathologie infectieuse? Parce qu'elle est causée par des agents infectieux et les virus notamment, c'est la cause la plus fréquente. D'accord. Donc, c'est le premier motif de consultation en pédiatrie ou en ORL. Et le deuxième, chez l'enfant, c'est bien sûr les otites moyennes. Souvent aiguë, parfois chronique et fréquente entre 6 mois et 7 ans. C'est la période d'adaptation, disons, immunitaire. Ensuite, donc, le caractère répétitif des rhinopharyngites à partir de l'âge de 6 mois reflète un processus physiologique de maturation du système immunitaire parce qu'à partir de 6 mois, on a l'allaitement maternel qui va être diminué et donc la diminution des quantités des immunoglobulines qui sont apportées par l'allaitement, et donc l'enfant doit fabriquer ou former ses propres anticorps, ce qui fait que les rhinopharyngites c'est comme une phase de maturation pour le système immunitaire pour former des anticorps. Alors, les rhinopharyngites, bien sûr, ils représentent chez l'enfant une adaptation naturelle au monde microbien. Ça, c'est une information qui est très importante à retenir. Une fréquence de 4 à 5 rhinopharyngites banales par an non compliquées est considérée comme normale jusqu'à l'âge de 6 à 7 ans. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des rhinopharyngites qui sont compliqués, c'est-à-dire ils vont donner d'autres complications, notamment l'otite moyenne, c'est la complication la plus fréquente des rhinopharyngites. Si on ne donne pas des complications, c'est normal, c'est une phase d'adaptation. Donc, c'est une maladie d'adaptation. Les rhinopharyngites sont considérées comme véritablement pathologiques lorsqu'elles se répètent trop souvent, vous voyez, caractère répétitif, récidivant, ou lorsqu'elles entraînent des complications. Voilà. Comme rappel anatomique, donc le pharynx est un conduit musculo-membraneux, vous voyez le pharynx, tout ça c'est le pharynx, d'accord. En 3 parties, le rhinopharynx, l'oropharynx et bien sûr l'hypopharynx, d'accord. L'oropharynx qui est derrière la cavité buccale et le rhinopharynx, vous voyez, derrière les fosses nasales. Donc le rhinopharynx situé en regard des fosses nasales, d'accord. L'oropharynx qui est en regard de la cavité buccale et l'hypopharynx, il est situé en regard du larynx, d'accord. Très bien. Donc si on définit les rhinopharyngites, c'est une inflammation des fosses nasales et même le rhinopharynx, si elle peut s'étendre à l'oropharynx et à l'hypopharynx. Maintenant, c'est vraiment important de détailler la notion de l'anneau de Waldeyer. C'est quoi l'anneau de Waldeyer? Donc, il est formé par l'ensemble du tissu lymphoïde, d'accord, qui assure une protection et le site d'inflammation et le site de réaction immunitaire dans l'organisme, d'accord. Donc, c'est un tissu lymphoïde classé parmi les organes lymphoïdes secondaires. Donc là, un peu d'immunologie, d'accord. Donc là, au niveau du rhinopharynx, il y a un petit tissu lymphoïde, d'accord, qui est composé de LB et de LT, qu'on appelle les amygdales pharyngées, d'accord, les amygdales pharyngées ou ce qu'on appelle aussi les végétations adénoïdes. Les végétations adénoïdes, il faut savoir qu'ils sont situés au niveau du rhinopharynx, gardez ça en tête. Ensuite, même au niveau de l'oropharynx se situe un autre tissu lymphoïde, c'est un tissu lymphoïde qui est fameux, donc qu'on les appelle les amygdales palatines, qui se trouve au niveau de l'oropharynx.
D'accord? Et même on a accessoirement les amygdales linguales dans la base de la langue. L'ensemble de ces tissus lymphoïdes forme l'anneau de Waldeyer. C'est un tissu de réaction immunitaire, c'est-à-dire toute réaction immunitaire ou infectieuse qui se trouve au niveau de ces organes, organes lymphoïdes bien sûr, va se traduire par leur hypertrophie, c'est-à-dire par leur augmentation de volume et leur inflammation. Voilà. Donc, comme on a déjà dit, l'anneau de Waldeyer est un tissu lymphoïde recouvert d'une muqueuse épithéliale. D'accord. Les antigènes localisés au niveau de ces cryptes permettent le déroulement du processus de défense immunitaire. Vous voyez, tout processus de défense immunitaire va se traduire par la multiplication de lymphocytes au niveau de ces organes lymphoïdes et donc leur hypertrophie. Bien sûr, la flore bactérienne normale de l'oropharynx est constituée par des bactéries normalement présentes, notamment le streptocoque, les anaérobies, il y a des bactéries qui sont parfois peuvent être pathogènes, comme le staphylocoque doré, l'hémophilus influenza et le pneumocoque. Donc voici les végétations adénoïdes. D'accord? Voici les végétations adénoïdes. Rappelez-vous, ils se situent dans le rhinopharynx. D'accord? Très bien. Alors, à la naissance, le seul moyen de défense anti-infection immunitaire, c'est les IgG maternelles apportées par l'alimentation. Ensuite, après 6 mois d'allaitement, l'enfant doit synthétiser ses propres anticorps. D'accord? Et les anticorps sont synthétisés à partir des antigènes qui pénètrent dans l'organisme. C'est ça la phase d'adaptation. Donc, les antigènes nécessaires à cette synthèse immunitaire pénètrent dans l'organisme par les fosses nasales. D'accord? Donc les antigènes, ils peuvent être d'origine virale ou bactérienne. Donc ils peuvent être des virus, ils peuvent être des bactéries. En cas de rhinopharyngite, c'est les virus qui sont les plus souvent incriminés. D'accord? Donc il faut d'abord entrer en contact avec la muqueuse du rhinopharynx. Donc si on entre avec la fosse nasale, ils vont tout d'abord rentrer en contact avec ce tissu lymphoïde. Donc ce tissu lymphoïde risque de gonfler et d'augmenter de taille. D'accord? Entraînant le développement de l'amygdale pharyngée. Dans un premier temps, ce tissu lymphoïde est plus ou moins absent. Si on fait des réactions immunitaires à ce niveau, donc on développe beaucoup plus des cellules, des LB et des LT, et donc ça contribue à former et développer encore plus l'amygdale pharyngée. Dans un second temps, il va descendre, donc le processus infectieux va descendre vers l'oropharynx pour stimuler les amygdales palatines à s'activer. Bien sûr, pour les facteurs favorisants qui favorisent l'apparition des rhinopharyngites, c'est le mode d'alimentation. L'allaitement au sein protège contre les infections et diminue les incidences de l'allergie. Le tabagisme parental, il a aussi un rôle. La pollution de l'air, le reflux gastro-œsophagien, on a déjà détaillé ça, il provoque une inflammation locale et donc il peut causer une rhinopharyngite. Le mode de garde en crèche, c'est un foyer endémique. C'est pour ça que la fabrication des anticorps pour les enfants qui sont en crèche est beaucoup plus courte et beaucoup plus ample que les enfants qui ne vont pas aux crèches et donc ils ont une immunité beaucoup plus diminuée par rapport aux enfants qui vont précocement aux crèches. La carence martiale, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, donc obstruant les voies aériennes supérieures et constitue un réservoir de germes. Si on a une hypertrophie de ces amygdales pharyngées, ce végétation adénoïde, donc on aura stagnation des germes et des sécrétions au niveau des fosses nasales, ce qui favorise les infections. Voilà, et cela explique que l'adénoïdectomie est indiquée en cas de rhinopharyngite récidivante et chronique. C'est d'enlever carrément le réservoir infectieux, les facteurs socio-économiques et les anomalies immunitaires. Pour le côté microbiologique, on a déjà dit que les virus, c'est la cause la plus fréquente des rhinopharyngites. Donc, plus de 200 espèces virales sont retrouvées. Donc, il faut savoir que, comme information, que les rhinopharyngites sont d'origine virale dans la majorité des cas.
Elle peut être d'origine bactérienne dans, disons, 30% des cas, d'accord? Si on a 70% des cas d'origine virale, on a 30% des cas d'origine bactérienne. Et voici les bactéries qui sont incriminées dans les rhinopharyngites. Maintenant, comme type de description, on va voir les rhinopharyngites aigus de l'enfant qui est non compliqué. Maintenant, pour les rhinopharyngites, il existe plein de formes cliniques. Je vais vous montrer les formes cliniques. Maintenant, regardez les formes cliniques. La diapo précédente, elle manque, elle n'a pas détaillé les formes cliniques. Donc, je vais utiliser ces planches pour vous détailler les formes cliniques des rhinopharyngites. Il faut savoir qu'il y a une multitude de tableaux cliniques et en fonction du tableau clinique, les signes vont être différents. D'accord? Donc, on a les rhinopharyngites qui surviennent de façon aiguë et on a les rhinopharyngites qui sont des formes particulières. Dans les formes aiguës, on a la forme catarrhale. Qu'est-ce que ça veut dire catarrhale? C'est-à-dire à force de l'inflammation, on aura une vasodilatation des vaisseaux. Et tout ce qui est vasodilatation des vaisseaux, ça veut dire qu'il y a de l'œdème. C'est ça le mot catarrhale veut dire. Donc qu'il y a de l'œdème. Et vous allez comprendre toutes les signes cliniques qui vont expliquer l'œdème. La forme purulente, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on a carrément du pus, c'est-à-dire on a des pulls nucléaires neutrophiles au niveau des fosses nasales et au niveau du pharynx, et plus pratiquement le rhinopharynx, d'accord? C'est généralement une forme causée par des bactéries, et tout ce qui est purulent, il va se manifester par une fièvre élevée, d'accord? C'est logique de... Et on a la forme itérative, c'est-à-dire de longue durée. Ensuite, on a les formes particulières, la forme phonatoire, c'est pas vraiment important, la forme ventilatoire et la rhinopharyngite allergique. Maintenant, si on commence par la forme catarrhale, donc c'est une rhinopharyngite qu'on voit claire. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine virale. Généralement, quand on a une cause virale, les sécrétions sont toujours claires et ne sont pas purulentes. Quand on a une cause bactérienne, les sécrétions sont généralement purulentes. D'accord? Mais ça n'empêche pas que les sécrétions seront purulentes en cas de cause virale. Ça veut dire que les sécrétions purulentes n'indiquent pas qu'il y a une cause bactérienne dessous. D'accord? Donc là, la forme catarrhale, c'est-à-dire on a de l'œdème. Donc signes généraux, elle est peu fibrile parce que la cause elle est virale, avec état général conservé. Les signes fonctionnels ils sont absents comme vous voyez. La rhinoscopie, donc on va voir à l'intérieur des fosses nasales, donc on va voir des sécrétions qui sont blancs d'œufs filantes. Vous voyez, elle est d'origine virale. Il y a de l'œdème parce que c'est tout simplement les vaisseaux qui sont congestifs et l'œdème qui s'échappe à partir de ces vaisseaux. À l'autoscopie, un tympan congestif, on peut avoir un liquide rétrotympanique. N'oubliez pas que le rhinopharynx, c'est-à-dire cette partie, désolé, c'est pas au niveau de ces planches, mais le rhinopharynx, rappelez-vous, on a déjà dit dans les cours précédentes que le rhinopharynx est en rapport avec l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache. Il y a une communication entre le rhinopharynx et l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache. C'est-à-dire tout œdème qui siège au niveau du rhinopharynx, il peut aller vers l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache. S'il va vers l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache, on va voir ce liquide rétrotympanique. C'est-à-dire au niveau de l'oreille moyenne, au niveau de la caisse du tympan, on a un liquide. C'est bon? Très bien. Le traitement est bien sûr, si on a un processus infectieux au niveau du rhinopharynx, tout processus infectieux au niveau du rhinopharynx peut aller à l'oreille moyenne à l'aide de la trompe d'Eustache. Et donc, en complication de rhinopharyngite, gardez ça en tête, la complication la plus fréquente des rhinopharyngites, la première complication des rhinopharyngites, c'est les otites moyennes aiguës. C'est logique. L'ORL, c'est un raisonnement qui est très très logique. Pour le traitement des infections rhinopharyngées par lavage-aspiration, les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas prouvé d'efficacité. Surtout éviter de prescrire les antibiotiques parce que c'est d'origine, comme vous voyez, virale. Maintenant, il y a la forme purulente. Comme vous voyez, les sécrétions sont mucopurulentes, bien sûr d'origine bactérienne. Soit on a d'emblée une bactérie, soit on a un virus dans un premier temps et on a une surinfection bactérienne secondaire. D'accord? Quand vous voyez là, quand c'est bactérien, donc on aura une fièvre élevée, plus ou moins une altération de l'état général. On aura une obstruction nasale à force de l'œdème qui est très important avec les sécrétions qui sont purulentes. On aura des céphalées. On aura à la rhinoscopie sécrétions mucopurulentes. D'accord? À l'autoscopie, on aura un tympan qui est congestif. D'accord? Et le traitement, c'est les désinfections et c'est l'antibiothérapie. Tant que c'est d'origine bactérienne, on a besoin d'une antibiothérapie, bien sûr adaptée. Et on a la forme itérative, c'est tout simplement les rhinopharyngites qui sont précédemment décrites, sauf qu'ils se caractérisent cependant par leur périmité, c'est-à-dire leur durée qui est plus longue d'évolution.
Maintenant, les formes particulières, on a la forme phonatoire où on a un renflement nocturne secondaire parce qu'on a une obstruction du rhinopharynx par les végétations adénoïdes. D'accord? Donc la phonation sera un peu plus altérée. On a les formes ventilatoires, d'accord, où le nourrisson a des difficultés de respirer par la bouche à force que les végétations adénoïdes vont combler tout le rhinopharynx et donc l'enfant va avoir une difficulté à respirer. Et on a aussi la forme allergique. Passons aux complications. Avant de passer aux complications, il existe différentes formes cliniques. D'accord, on a déjà dit qu'il y a la forme aiguë. Maintenant, il faut savoir qu'il existe les rhinopharyngites qui sont chroniques. Il faut retenir les définitions des rhinopharyngites chroniques et des rhinopharyngites récidivantes. Alors, chronicité, à partir de quoi? À partir de 5 ans. De 5 semaines. 5 ans. Qu'est-ce que je dis? Alors, à partir de 5 semaines d'évolution, alors inflammation pendant 5 semaines de suite, donc elle est dite chronique. C'est vraiment important. Ils peuvent tomber en QCM, d'accord? Et la forme récidivante, au moins 6 épisodes de rhinopharyngite répétés avec au moins, vous voyez là, au moins un épisode compliqué. C'est une condition pour qu'on dise que c'est une rhinopharyngite qui est récidivante. Et bien sûr, en cas de récidive, il faut penser à un facteur qui favorise la récidive. Et les facteurs favorisants, on a déjà dit les facteurs favorisants dans le début du cours, il faut rechercher un facteur favorisant de ces récidives ou la chronicité de l'évolution. Maintenant, si on parle de l'évolution, elle est plus souvent spontanément favorable. Les symptômes atteignent habituellement le paroxysme, c'est-à-dire leur maximum après 2 à 3 jours d'évolution, puis ils s'atténuent et la guérison spontanée intervient en 7 à 10 jours. La rhinorrhée et la toux se prolongent dans moins de 10% des cas au-delà d'une semaine. Ça, c'est un mot sur l'évolution. On passe à une partie très importante du cours, c'est les complications. On a les complications qui sont localement du rhinopharyngite, les complications qui sont dans la région et les complications qui passent ailleurs, c'est-à-dire les complications générales. La première complication locale, c'est la conjonctivite purulente bactérienne. D'accord ? C'est l'inflammation de la conjonctive, d'accord, d'origine bactérienne. La deuxième complication, c'est l'ethmoïdite aiguë, c'est-à-dire c'est l'inflammation de l'os ethmoïde, d'accord, et l'infection beaucoup plus de l'os ethmoïde de façon aiguë. Donc, toute infection au niveau des fosses nasales peut aller directement vers l'ethmoïde. C'est logique. Donc, elle peut causer une ethmoïdite aiguë. Bien sûr, la complication la plus importante à retenir, c'est l'otite moyenne aiguë. Donc, les complications otitiques, c'est les plus fréquentes dominées par l'otite moyenne aiguë. Toute inflammation et infection toute infection au niveau du rhinopharynx peut aller vers l'oreille moyenne par la trompe de Stache. D'accord? Et donc, on aura propagation de l'infection vers l'oreille moyenne. On peut avoir une laryngite stréduleuse, inflammation du larynx, épiglottite aiguë, tout ce que vous voulez. Les complications bronchopulmonaires, donc on peut avoir des bronchites aiguës, les bronchiolites par la descente de l'inflammation et l'infection vers les poumons. On peut avoir des complications ganglionnaires cervicales, on peut avoir les déshydratations à cause des répétitions des vomissements. Ça, c'est des complications qui sont vraiment rares. Les convulsions fébriles et les méningites. Pour le traitement, tant que la cause la plus fréquente, c'est une cause virale, le traitement est généralement symptomatique. D'accord ? Des infections rhinopharyngées par un sérum physiologique, on doit drainer les sécrétions parce qu'ils sont pleins d'agents infectieux, ils sont pleins de virus, donc on doit drainer ces sécrétions par un mouchage fréquent. Antalgique, antipyrétique en cas de fièvre. Bien sûr, l'antibiothérapie en cas de certains cas. D'accord ? On prouve qu'il y a une complication bactérienne dans le cas par exemple une rhinopharyngite d'origine bactérienne, une rhinopharyngite qui donne une complication comme par exemple l'otite moyenne aiguë, là on a dans certains cas le recours à l'antibiothérapie. Et bien sûr, gardez ça en tête comme information, en cas de rhinopharyngite récidivante, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle se répète, ou celle qui passe toujours à la chronicité, il faut précéder à une adénoïdectomie, c'est-à-dire enlever les végétations adénoïdes, c'est-à-dire enlever
le tissu lymphoïde qui se trouve au niveau du rhinopharynx, d'accord, les amygdales pharyngées qui se trouvent au niveau du rhinopharynx pour supprimer directement le foyer infectieux. Parce que où est le problème? C'est que l'agent infectieux, le virus ou autre, pénètre par les fosses nasales, il se multiplie et cause une réaction immunitaire au niveau de ce tissu lymphoïde, ce qui constitue que ce tissu lymphoïde est un réservoir de germes. Et donc, en supprimant ce réservoir de germes, on élimine la récidive et le passage à la chronicité des rhinopharyngites. Comme vous voyez là, dans les rhinopharyngites aigus non compliqués, le traitement est tout simplement symptomatique. En cas de rhinopharyngite aiguë mais compliquée, donc elle a déjà donné une complication comme par exemple l'ethmoïdite ou l'otite moyenne aiguë. Donc là, on a recours dans certains cas à l'antibiothérapie et le traitement symptomatique. Et bien sûr, rhinopharyngite chronique et récidivante, là, on doit traiter le terrain, c'est-à-dire les facteurs favorisants de cette chronicité et cette récidive. Et bien sûr, on précède à une adénoïdectomie, c'est-à-dire enlever les végétations adénoïdes. Alors c'est le tout pour ce cours. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. J'ai détaillé la partie la plus importante, c'est la rhinopharyngite de l'enfant. Il faut jeter bien sûr un coup d'œil sur les rhinopharyngites de l'adulte, mais sachez que la partie la plus importante dans ce cours, c'est les rhinopharyngites de l'enfant. Si vous avez des questions, c'est pas surtout à les mettre en barre des commentaires et mettez un petit like. À la prochaine.